mention stratégie pour l'accès à l'emploi, stratégie au pluriel, parce qu'il y a plusieurs stratégies pour aider les gens à rejoindre l'emploi, et je vais vous montrer comment ces stratégies sont nées, comment elles discutent entre elles, comment elles s'opposent. Vous savez que l'une des orientations normatives majeures de la politique de l'emploi depuis, je dirais, une quinzaine d'années tourne autour de l'impératif de sécurisation des parcours. C'est l'idée que, contrairement à ce qui pouvait se passer dans les années 70, on ne va plus s'attacher à sécuriser les emplois, mais plutôt à sécuriser l'employabilité. Cette norme trouve à s'inscrire dans pas mal de dispositifs publics, en tout cas constitue le fondement de ces dispositifs publics et justifie la grosse difficulté à laquelle nous sommes tous affrontés, c'est de pouvoir traduire ce principe en quelque chose qui soit véritablement opérationnel. Alors des fois ça donne lieu à des choses complètement proclamatoires. Pour ne donner qu'un exemple, les partenaires sociaux avaient inscrit dans un accord national interprofessionnel de 2009 relatif à la formation professionnelle une cinquantaine de fois l'expression sécurisation des parcours professionnels, sans définir ce qu'ils entendaient par là, présupposant que la formation suffisait à elle-même à sécuriser les parcours des individus. Or, ce que nous savons statistiquement de la chose, c'est que malheureusement, tel n'est pas le cas. Alors, je dirais qu'il y a deux stratégies. Il y a une stratégie qui débute à la fin des années 1990, qui vise à améliorer le fonctionnement du marché du travail. C'est comme ça qu'elle est concédée. Et alors, il y a deux économistes français, qui s'appellent Bernard Gazier et Jérôme Gauthier, qui vont inventer une espèce de chiasme d'ailleurs qui permet de différencier ces deux stratégies. Et ils vont dire cette première stratégie qui vise à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Alors pourquoi cette stratégie? C'est parce que nous avons une nouvelle interprétation à l'origine des années 2000 du risque chômage. Avant le risque chômage, vous voyez, dans les 30 glorieuses, c'était un problème de demande globale. Il faut relancer la demande. Alors voilà, c'est une stratégie keynésienne. Et donc, on va résoudre les problèmes de chômage. Là, l'interprétation d'aujourd'hui, en macroéconomie, n'est pas du tout de même façon. C'est-à-dire que le risque chômage est aussi un produit de dysfonctionnement sur le marché du travail. D'où une préoccupation, d'ailleurs, de s'occuper des comportements d'offres des demandeurs d'emploi sur le marché du travail, qui fait partie de cette stratégie de fonctionnement. Alors, à travers cette stratégie, une façon d'améliorer le fonctionnement du marché du travail et une façon d'améliorer la situation de ceux qui passent par le marché du travail consiste à équiper l'individu pour le marché du travail intermédié par les opérateurs pour l'emploi, mission locale, Cap emploi, pour les travailleurs qui ont une reconnaissance du handicap, par exemple. Trois beaux réseaux. Il s'agit d'accroître la capacité de l'individu à répondre aux exigences du marché du travail. Alors là, elle est courte. Vous connaissez cette stratégie maintenant par cœur. C'est celle qui, je dirais, occupe le haut du palais depuis une quinzaine d'années. Et elle est surtout intéressante dans ses conséquences en termes d'accompagnement et de considération de l'individu. Je dirais que cette stratégie où l'image du demandeur d'emploi, c'est l'image vous voyez le guide du routard là, sur la couverture du guide du routard. C'est le sac à dos. Vous savez, un demandeur d'emploi, voilà, il faut que pour faire la route, pour son parcours, il ait un maximum de trucs dans son sac à dos. Alors, il y a plusieurs façons de le doter. Voilà, on peut le doter de droits, cet individu. Portable, parce qu'il circule maintenant, l'individu circule. On sécurise plus son emploi, on sécurise son parcours et donc son employabilité, qu'il puisse passer d'un emploi à l'autre. Donc, des droits en fait. Il faut faire des droits. Alors, en 2008, par exemple, il y a une loi de modernisation du marché du travail qui essaye d'inaugurer, comme ça, dans la suite des partenaires sociaux, une hypothèse de droit portable. L'idée de droit portable. C'est pas très juridique, le droit portable. C'est d'abord une notion téléphonique, comme vous le savez, du téléphone. Bon, bref, on met du droit portable. Alors les partenaires sociaux ne sont pas très à l'aise avec ce qu'ils ont fait à l'époque. En fait, ils ont étendu les droits, voilà, et on a sensiblement amélioré, comme vous le savez, la technologie du droit portable aujourd'hui avec le CPF, le CPA et la révolution copernicienne que porte aujourd'hui Muriel Pénicaud, l'actuelle ministre du Travail pour la Nation.
Alors, une manière de remplir le sac à dos aussi, c'est de qualifier l'individu. Et donc, dire un individu qui est mal signalé sur le marché du travail, qui émet un mauvais signal, c'est pas bien, donc il faut améliorer son signalement. Hein, parce que sur ce marché intermédiaire, c'est très très important. On l'a vu d'ailleurs dans ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être bien signalé. Donc, aller à la certification. Il faut former et certifier les individus. Voilà un type de stratégie qu'on peut avoir. Alors, on peut viser aussi les comportements d'offres. Est-ce que les demandeurs d'emploi veulent bien travailler? On peut le vérifier. On peut contrôler la recherche d'emploi. Vous savez que cette question revient périodiquement dans l'actualité. Donc, signalement, comportement d'offres, je vais détailler ici, renforcer les indices d'employabilité, aller vers les formations certifiantes, avoir une politique active du marché du travail, aussi une politique d'incitation. C'est cette politique qu'on a trouvé à loger, par exemple, dans la formule du RSA ou dans la prime pour l'emploi, aujourd'hui, toute formule d'intéressement qui font que occuper un emploi, ça devrait être pratiquement plus intéressant d'un point de vue financier pour l'individu que de ne pas en occuper un. En ce qui concerne le fonctionnement du marché du travail côté opérateur, l'une des stratégies va consister à rendre le marché du travail le plus transparent possible. Qu'on puisse accéder à l'information la plus complète. Et d'ailleurs, je le dis, c'est très très important dans ce qui va suivre, c'est une conception de l'emploi comme bien d'information. Dans cette stratégie-là, l'emploi, on le voit comme un bien d'information. Il faut avoir une bonne information sur les profils de poste, il faut avoir une bonne information de l'offre déposée, typiquement chez l'opérateur Côte d'Ivoire. Il faut avoir une bonne information sur les profils des gens, d'où la stratégie de Pôle emploi aujourd'hui de détailler les compétences des gens, la stratégie que Jean Basser soutient le DG Pôle emploi depuis quelques temps. Voilà. Et puis du côté des entreprises, la politique, vous la connaissez aussi, c'est une politique visant à alléger les coûts de gestion de l'emploi et les coûts de gestion de la relation d'emploi, notamment pour rendre intéressant l'emploi des personnes dont la productivité a priori est faible. Cette stratégie est centrée sur le fonctionnement du marché du travail, elle est centrée sur le critère d'employabilité des personnes, elle est centrée sur l'offre de travail. Face à cette stratégie, alors cette stratégie, bon, à quelles conditions elle marche? Notamment là, très rapidement, à quelles conditions le recours à la formation marche pour un demandeur d'emploi? Alors, ça, c'est une étude Pôle emploi là, que vous avez sous les yeux. Il y a deux conditions. On les connaît depuis longtemps. La première condition, c'est qu'il faut que la formation soit très longue, j'insiste là-dessus, très longue et qualifiante. Alors, compte tenu des formats formatifs, ce n'est pas toujours possible, notamment avec des publics qui sont fâchés avec les formats scolaires. Ça, vous le savez. L'autre condition, extrêmement importante, c'est que la formation soit articulée aux besoins précis d'un employeur potentiel identifié. Besoin précis d'un employeur potentiel identifié. Pôle emploi a un outil excellent en la matière, qui plaît d'ailleurs beaucoup aux employeurs, qui s'appelle la POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Taux d'efficacité maximum. Elle suppose d'ailleurs l'identification d'un employeur. Deuxième stratégie, alors j'ai dit équiper l'individu pour le marché, là c'est un chiasme, c'est à l'envers. Il faut plutôt équiper le marché pour l'individu, et notamment l'individu dit éloigné du marché du travail. Vous avez vu l'expression éloigné du marché du travail, je n'ai pas dit éloigné de l'emploi. Voilà. Je fais la guerre à mes collègues à la DGEFP dans les couloirs quand j'entends éloigné de l'emploi. Je dis non, pas éloigné de l'emploi. Ce sont les fonctionnements du marché du travail qui tiennent à eux seuls les individus éloignés de l'emploi. Par contre, les individus sont éloignés dans leur petit sac à dos, leur bagage, leur comportement, des fonctionnements du marché du travail. C'est-à-dire, le marché du travail, dans ses fonctionnements, les disqualifie a priori. C'est très important. Pour autant, qu'est-ce qu'on ferait si on ne réputait pas que nul n'est inemployable? On irait se coucher, on irait au cinéma, et des trucs comme ça. Alors, là,
Équiper le marché pour l'individu, c'est là où vous êtes extrêmement intéressant. De quoi on l'équipe le marché pour l'individu? Eh bien, on met dans le marché des trucs qui sont hors marché. C'est-à-dire que la transition, ce n'est pas un trait d'union, c'est ce que disait l'économiste José Rose, qui a été le patron du CEREQ, Centre d'études de recherche sur l'emploi et les qualifications, qui est aujourd'hui à Marseille, dans les années 80. Il sentait déjà, ça fait très longtemps dans les années 80, que la transition, il fallait l'organiser. Ce n'était pas un trait d'union, il fallait l'organiser. Et quoi de mieux pour l'organiser que des organisations, hein? Mais des organisations qui ne sont pas forcément précisément des intermédiaires qui apparient de l'offre et de la demande sur une base d'information, mais qui organisent les choses sur une autre base. Et c'est quoi l'autre base? J'ai bien dit que l'emploi, first, était un bien d'information. Ce serait quel genre de bien dans ce cadre-là? C'est faire de l'emploi, et vous faites de l'emploi autre chose qu'un bien d'information, un bien d'expérience. On voit bien d'ailleurs quand on va voir des petits employeurs sur un territoire, ils aiment bien tâter la marchandise, si je puis dire. Alors en plus, ils ont des problèmes, c'est-à-dire que faire de l'offre déposée, des fois, ils ne savent pas bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont besoin des conseillers d'entreprise de Pôle emploi pour les aider à bien rédiger l'offre, etc. Est-ce que ça colle à leurs besoins pour autant? On n'est pas bien sûr. Quel est leur besoin? On n'est pas bien sûr non plus. Voilà, c'est donc toutes les hypothèses que nous avons sur ce qu'on appelle ordinairement le marché caché. Il y a des tas de choses qui pourraient exister, mais qui n'existent pas, parce qu'en fait, un marché du travail, peut-être que ça n'existe pas. Alors, si ça n'existe pas, ça existe au plan macro pour regarder, interpréter les choses, mais sur le terrain, je dirais que tout ça est peut-être un peu plus rugueux. Donc, le truc, c'est, pour équiper le marché, de multiplier les supports organisés de la transition. Alors ça peut être des supports contractuels, des formes particulières d'emploi, et je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un usage stratégique, non pas déplorer, voilà, parce que sinon c'est un barrage contre le Pacifique, cette histoire-là, mais dire on va être un peu chinois là-dedans, hein, on va s'appuyer sur l'existence des formes particulières d'emploi, des mauvais contrats, ou des nouvelles formes d'emploi, ou des choses qu'on a nous glissées, je suis un des papas de la PMSMP par exemple, on l'a glissé dans la loi de 2014, période de mise en situation en milieu professionnel. Alors ce truc existait avant, à Pôle emploi à l'émission locale, mais on a fait un truc modifiant, notamment qui règle les problèmes d'ATMP, comme vous le savez, en faisant des structures d'insertion par activité économique, c'est très important dans le cadre de l'expérimentation SEV, des prescripteurs de droit, des PMSMP. Et la PMSMP, elle est là pour faire des expériences, mais aussi pour déclencher des opportunités. Moi, je ne le dis pas souvent, mais je calcule sur les remontées des réseaux des taux de transformation des PMSMP. Et notamment des taux de transformation des PMSMP dont l'objet n'est pas d'initier un recrutement, mais plutôt de connaître un métier, etc. Et on voit que ce taux fait jouer un truc qu'on appelle en économie l'effet contact. Le simple fait de se rencontrer, de discuter, etc., peut déclencher des opérations. Et il n'est pas rare qu'une structure qui travaille bien, qui accompagne bien ses clients, si je puis dire, ses deux clients, salariés en insertion et les entreprises du territoire, et des taux de transformation mécanique qui dépassent les 10, 15, 20%. Alors que la PMSMP n'est pas un outil d'insertion, c'est un outil d'accompagnement. Hein, voilà, que ce soit à peu près clair. Dans l'accompagnement, évidemment, on va diversifier toutes les stratégies d'accompagnement pour lutter contre la sélectivité du marché du travail et notamment valoriser des qualités que le marché ne reconnaît pas. Et quoi de mieux qu'une agence, une structure d'insertion, par exemple, sur le territoire, qui a une réputation sur ce territoire, qui travaille en tout cas, ou qui devrait travailler, et qui peut certifier que cet individu, il a des qualités tout à fait spéciales. Qui sont des qualités tout à fait spéciales qu'on ne peut pas mettre sur un CV, par exemple, ou difficilement sur un CV, ou quand on les met sur un CV, qui nécessite un accompagnement du CV. Un truc très... Et puis, on va s'attaquer à autre chose. Alors, je suis aussi le père de ce néologisme absolument épouvantable. On va s'attaquer à l'employeur-habilité. Je l'ai fait parce que j'étais fâché contre l'idée d'employabilité, l'idée qu'on centre tout sur l'offre de travail et l'individu, et blabla, et blabla. Non. Il y a aussi des entreprises qui sont éloignées du marché du travail.
c'est très difficile à concéder ça parce que, comme vous le savez, tout le monde le dit, ce sont les entreprises qui créent des emplois. C'est même pas faux. Je dirais que l'inverse du faux n'est pas forcément vrai. Des fois, c'est insignifiant. Les entreprises créent des emplois, c'est pas leur fonction. Moi, j'ai été manager en privé avant. Je ne vivais pas comme créateur d'emplois, mais ce peut être, à un moment donné, le produit d'un fonctionnement. C'est pas tout à fait pareil. La fonction d'une entreprise n'est pas de créer de l'emploi. Par contre, il y a des fonctionnements d'entreprise qui amènent des entreprises à créer plus d'emplois ou à créer moins d'emplois. C'est selon. Et ces fonctionnements, aujourd'hui, ils se dégradent continuellement sous l'effet de quelque chose qui permet d'interpréter les statistiques de tout à l'heure, c'est qu'il y a une dissociation de plus en plus forte aujourd'hui entre la figure de l'entrepreneur et la figure de l'employeur. On peut être un très bon entrepreneur, bien mener sa barque, son business, etc., et être pourri comme employeur. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on est pourri comme employeur qu'on externalise les façons de mobiliser la main-d'œuvre. On recourt au CDD, en intérim, etc. Quand on fait des enquêtes auprès des petites boîtes, on leur demande, par exemple, de quel conseil vous auriez besoin. Alors, ils disent, oui, nous, on veut un conseil RH parce que vraiment, on veut un conseil RH. Après, on s'intéresse aux conseils qu'elles ont achetés. Le dernier qu'elles ont acheté, c'est le conseil RH. Et quand elles l'ont acheté, qu'est-ce qu'elles ont acheté? Et là, c'était le pataquès, elles ont eu recours à un avocat parce que ça s'est mal passé. C'est là où loge cette question d'employabilité qui désigne la capacité d'un entrepreneur à gérer tout ce qui fait la relation d'emploi. Schéma linéaire d'accompagnement bien connu, parce qu'il est mis en œuvre, opérationnalisé, je dirais, par tous les acteurs de l'emploi aujourd'hui. Modèle linéaire, norme de travail sur autrui, consistant à lever les freins à l'emploi, puis à pousser la relation jusqu'à ce qu'on puisse le mettre en relation. Alors, vous voyez dans le schéma, j'ai une accompagnatrice qui accompagne une accompagnée, et plus ça va dans ce schéma, plus l'accompagnatrice et l'accompagnée s'effacent. Jusqu'au moment où, on rencontre l'entreprise, on est en relation. C'est fait. Le modèle en touche. Avec une très grosse catégorie, très instrumentalisée aujourd'hui dans les stratégies des conseillers, qui est la catégorie des freins à l'emploi, qui fait partie de mes ennemis préférés. Modèle alternatif, c'est un modèle beaucoup plus itératif, où je dirais, pour forcer le trait, on arrête d'accompagner les gens. C'est pas très intéressant d'accompagner les gens, parce que si on accompagne les gens sans tenir compte du contexte, etc., pas simplement le leur, à l'emploi, etc., mais le contexte dans lequel on opère en général, quoi, on accompagne les bobos, machin. Mais par contre, ce qu'il faut, ce qui est intéressant, c'est d'accompagner l'expérience des gens, c'est tout à fait différent. Pas les gens, mais leur expérience. On peut faire de l'accompagnement social quand on fait ça, c'est pas interdit. Voilà. Et au-delà même de l'accompagnement de l'expérience des gens, on peut accompagner les situations qu'ils traversent. Alors là, on retrouve le truc des transitions, des parcours. Accompagner les situations, qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner les situations? On nous une situation, une opportunité, quelqu'un est en PMSMP, dans une entreprise, machin truc, mon téléphone au patron. Vous qui êtes spécialiste du truc, vous la trouvez comment cette personne voilà, qui est venue vous voir 2 jours, 3 jours. Une PMSMP, alors une PMSMP dans la réglementation, ça dure 1 mois renouvelable, mais la durée constatée n'excède jamais les 10 jours, il vaut mieux d'ailleurs. Hein. Donc, et moi je ne connais pas d'entreprise qui refuse qu'à un moment donné, quelqu'un vienne voir 2 ou 3 jours ce qui se passe chez elle. Cette personne, elle adore le secteur d'activité, est-ce que ça vous dérangerait qu'elle vienne 2 ou 3 jours observer machin? C'est très très rare que la réponse soit non. La réponse peut être plus tard, mais il est rare que la réponse soit non. Et alors l'accompagnement commence quand? Quand on a acquis la situation, comme une information. Après, il faut exploiter ce qu'on sait de la situation, de la personne en situation. Il faut exploiter les retours d'expérience. Donc là, vous avez une espèce de truc, de machine à laver de l'accompagnement,
qui recycle de la situation et de l'expérience, et qui est cette stratégie. Et à l'occasion, effectivement, là vous voyez ce qui grossit, c'est l'aspect concret, c'est ma petite usine qui grossit. C'est au fil du temps l'aspect concret des situations dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les gens, les situations qu'ils vont traverser. Et le fait qu'ils en traversent, le fait qu'ils aient des expériences, à un moment donné, par effet retour, et quand on sait exploiter ça, et c'est une technique très compliquée de le faire, hein, ça ne s'improvise pas, d'où l'expérimentation sert, etc. C'est pas demain qu'on sait faire ça immédiatement. Eh bien, les projets prennent de la consistance, etc. Alors, la position qu'occupent les structures d'insertion par l'activité économique en France au regard de la position qu'occupent leurs homologues à l'étranger. On a beaucoup cru dans les SIAE en France et on voulait augmenter leur capacité d'absorption, qu'elles absorbent les publics en insertion, les demandeurs d'emploi, etc. Et d'un certain point de vue, on les a aliénés. C'est-à-dire que dans IAE, on a choisi I. L'idée, c'est de renouer avec AE. Et donc, dans le reste de l'Europe, c'est plutôt AE. Et en France, c'est plutôt I, pour des raisons de traitement volumineux. Journée de formation sur site. Ah ouais, alors qu'est-ce que vous faites? On accompagne, on aide, on accompagne, on aide, on accompagne. Ah oui, mais c'est dans quel objectif? Aider les gens, les accompagner. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était ça. Et puis, non, l'objectif c'est l'emploi. Donc voilà, on repart un petit peu sur, on remet les choses à plat sur les quels sont les objectifs, quelles sont nos missions, c'est quoi l'objectif à atteindre, et puis après, à partir de là, on décortique notre travail, mais que ce soit le travail de tout le monde, de la direction responsable de pôle, des travailleurs sociaux, des encadrants techniques, et chacun de la place où on est, qu'est-ce qu'on met en œuvre, et individuellement et collectivement au sein de l'organisation, pour aller vers cet objectif emploi en lien avec les entreprises. Donc ça s'est décliné au fur et à mesure des journées de formation sur les trois étapes, là, la prise de contact, le suivi en entreprise, et puis les outils d'évaluation de notre action, la structuration de notre activité, c'est-à-dire que du coup on était sur deux services qui étaient dans deux pôles différents. Aujourd'hui à partir de cette formation, on a monté des outils communs transversaux entre les deux services, et on a structuré on a réuni les deux services dans un même pôle qu'on a appelé pôle formation emploi et pas pôle insertion professionnelle, parce que du coup ça n'a pas la même connotation derrière, et voilà, donc ça a eu des impacts sur le positionnement de chacun, sur l'organisation institutionnelle,